Salut tout le monde. Dans ce 4e épisode, vous vous en doutez, on va poursuivre par le couloir horizontal qui donne accès à la chambre dite de la reine, ou plutôt chambre médiane. Mais avant de commencer, il est important de rappeler que lorsqu'on étudie la structure interne de Khéops, même si elle est unique, il ne faut surtout pas oublier de comparer avec les autres grandes pyramides d'Égypte. On peut en effet trouver quelques similitudes, comme par exemple, selon Jean-Pierre Adam, l'architecte Emionou aurait reproduit les dimensions de la pyramide de Meidoum pour construire celle de Khéops, mais à une échelle plus grande. On appelle cela une homothétie. Bon, après cette petite précision, on est reparti pour la visite. Après avoir franchi le couloir ascendant, on arrive sur un palier de 5 mètres de profondeur environ. Les parois est et ouest de ce palier bas présentent chacune 5 encoches l'une en face de l'autre, ayant sans doute servi à la fixation de chevrons destinés à supporter un plancher. Ce dernier aurait servi à prolonger le canal ascendant et de permettre de gravir le mur du début de la grande galerie d'une hauteur de 2,18 m. Ainsi, les bouchons de granit pouvaient glisser pour condamner définitivement l'accès aux appartements supérieurs. Le couloir horizontal prend naissance juste sous le début de la grande galerie. Il est dépourvu de système de fermeture et mène à la chambre médiane, dite de la reine. Tout comme ses deux prédécesseurs, ce dernier présente deux sections bien distinctes. En 1986, Gilles Dormion et Jean-Patrice Guadin observent d'étranges anomalies quant à la façon dont certains blocs ont été posés dans le couloir horizontal. La première moitié du passage offre des parois à deux assises, dont les éléments réguliers sont symétriques des deux côtés du couloir, et dont les joints verticaux sont de largeur variable jusqu'à 1 cm et bouchés au plâtre. D'une longueur de 38 mètres et d'une section de 1,17 m de haut sur 1,05 m de large, les parois se réduisent ensuite à une seule assise, sans régularité ni symétrie. Enfin, dans les derniers mètres, le haut dallage qui jusqu'ici constituait le sol à hauteur d'une coudée s'interrompt brusquement. Le couloir passe alors à 1,70 m de haut. Les parois des deux assises sont normalement appareillées avec des joints verticaux alternés. Dans cette zone, 2 sapes dans le sol ont été creusées, ainsi qu'une autre dans la chambre vers la niche. Ces traces montrent que des recherches ont été entreprises par le passé, sans doute par Weiss-Perring et Caviglia. Ces dernières sont aujourd'hui rebouchées. Une hypothèse émise par André Pochant nous indique qu'il se pourrait alors qu'une partie du couloir d'accès, où il manque une assise d'une coudée, soit 52 cm, fut omise volontairement ou alors simplement défoncée et enlevée par des pillards comme dans les 2e et 3e pyramides du plateau de Gizeh. D'ailleurs, la chambre de la reine avait beaucoup de débris et de gravats, comme nous pouvons le constater sur une photo de Piazzi Smith en 1865 et une autre des frères Edgar prise en 1909. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis que des chercheurs financés par EDF ont effectué une série de sondages et de mesures microgravimétriques sur les côtés du couloir horizontal et d'autres que l'on verra dans un prochain épisode. En 1986, l'Organisation égyptienne des Antiquités a donné son accord pour percer 3 trous dans le mur ouest au milieu du couloir horizontal. De nos jours, ces derniers sont rebouchés par des bouchons métalliques. Lors du 3e et dernier forage, à une profondeur de 2,65 m, les chercheurs ont découvert une cavité remplie de sable très particulier. En effet, d'après les résultats de l'étude, le sable rencontré en forage est, je cite, « à dominance quartzeuse, très bien classé et de très petite taille. L'examen microscopique montre qu'il a une origine éolienne certaine. Des recherches ont d'ailleurs identifié un site à 6 km de la Grande Pyramide, avec un sable d'une composition similaire. D'autres endroits pourraient aussi correspondre, comme par exemple un sable près d'El Tor, dans le sud du Sinaï. Pour vous éclairer, il existe dans le monde du sable naturel très fin et très rare, comme sur les dunes chantantes ou mugissantes, dont voici un petit exemple. Alors on a découvert le chant des dunes la première fois quand Pascal Hersen a descendu une dune à pied. Et voilà ce que ça donne. Après on a passé l'après-midi à se rendre compte qu'il y a 2 sons, un son de pied et un son d'avalanche. Le sable qui chante tout le temps, pas seulement sur la phase d'avalanche. Et là, on n'est pas sur une phase d'avalanche, on est sur un plateau.
phase d'avalanche est là-bas. Et en fait, dès que le sable est cisaillé, il chante. Par exemple. La seule différence entre le plateau et la phase d'avalanche, c'est que sur le plateau, si je pousse le sable, dès que je m'arrête, il s'arrête. Alors que sur la phase d'avalanche, il continue à couler en avalanche. Il est cisaillé par la gravité, et du coup il fait toujours la même note. Et c'est ça le chant des dunes. Il y a aussi les rivières de sable qui ont été observées comme dans cette vidéo. Pour finir avec cette histoire de sable, et pour ceux qui aiment lire, je vous laisse le rapport d'EDF en description. Bon, revenons au couloir horizontal. En interprétant les résultats de l'étude géophysique, les chercheurs pensent qu'il y avait là un passage avec un certain nombre de petits magasins cachés derrière le mur ouest. Par ailleurs, en 1988, une équipe de scientifiques japonais de l'université de Waseda, établie par le docteur Yoshimura, a commencé sa propre enquête à l'aide d'équipements radars et d'ondes électromagnétiques. Ils ont confirmé les espaces vides derrière le mur ouest, parallèles au couloir horizontal, ainsi qu'un autre derrière le coin nord-ouest de la chambre médiane. Malheureusement, tout comme pour l'équipe française, les autorités égyptiennes ont interrompu le projet et les scientifiques japonais n'ont pas été autorisés à terminer leurs travaux autour de la chambre de la reine. Il y a aussi deux archéologues français, Jacques Bardot et Francine Darmon, qui depuis 1988 ont conduit des recherches approfondies, s'inspirant des résultats de la mission japonaise en vue de démontrer la présence de cavités. C'est après un travail minutieux d'observation, de relevés et de numérisation photographique qu'ils ont fait la découverte surprenante de plusieurs maquillages extrêmement ingénieux des parois du couloir horizontal par un système de faux joints apparemment mis en place à l'époque de la construction. Cette hypothèse est vivement critiquée par Gilles Dormion, qui affirme quant à lui que les joints ne sont nullement faux et aucune fouille n'a encore permis de valider ou non ces affirmations. Malgré toutes ces tentatives pour localiser d'éventuels espaces vides à l'intérieur de la Grande Pyramide, les résultats semblent mitigés. Je vous passe les différentes théories sur la position d'une hypothétique chambre secrète. Il est plus probable, à mon avis, que lors du forage, les scientifiques soient tombés dans un vide rempli de sable entre des blocs grossièrement équarris. Nous reviendrons sans doute sur ces recherches dans les prochains épisodes. Le serdab de la pyramide, dénommé chambre de la reine ou plutôt chambre médiane, nous l'appellerons ainsi et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, un serdab est une pièce à l'intérieur d'un mastaba qui communique avec la chapelle par un passage étroit et qui abrite la statue du défunt, comme dans la pyramide à degrés de Djoser. Ensuite, il semblerait que la dénomination des chambres dites de la reine et du roi de la Grande Pyramide a été établie par les premiers explorateurs arabes, sans doute au IXe siècle. En effet, les tombes des épouses de rois à cette époque étaient dotées d'un toit à deux pans, semblable aux pierres de décharge du plafond de la chambre médiane. Ils n'avaient sans doute pas encore conscience qu'aucune reine n'a été inhumée dans le monument. Leur tombeau est à l'extérieur, dans les trois petites pyramides satellites. Elles correspondent aux deux femmes de Khéops, Méritites et Hénoutsen, et la troisième à Hétep-Hérès, qui était sa mère. Orientée est-ouest, la chambre médiane se situe à 41 coudées de la base, soit environ 22 mètres. Assez petite, construite en calcaire fin de Toura, elle semble en bon état général. Seul le sol présente un aspect curieusement irrégulier, presque comme s'il n'était pas fini. La chambre mesure 5,76 m sur 5,23 m et d'une hauteur de mur de 4,69 m et 6,26 m jusqu'au sommet du toit. Elle se trouve à quelques centimètres près sur l'axe de symétrie de la pyramide, dont voici une image axonométrique afin de mieux visualiser la chose. Le plafond montre une voûte en chevron formée de 12 éléments monolithes en excellent état qui semblent avoir été colorés en bleu, préfigurant ainsi les futures chambres voûtées et décorées d'un ciel étoilé de la 6e dynastie comme dans la pyramide d'Ounas. On peut imaginer que les chevrons ont été au moins doublés comme ceux de l'entrée originelle, mais on ne peut malheureusement pas le vérifier. Une sape a été pratiquée par Perring sous l'un des chevrons calcaires au nord-ouest, jusqu'à rencontrer son extrémité. Il y a aussi des traces de sel qui ont été constatées, dont une grande partie dépasse au sommet du mur ouest, au plafond et dans le coin nord-est entre l'entrée et la niche. Ce sel ou natron est tout à fait naturel
et résulte de l'origine de la formation du plateau calcaire de Gizeh, qui est un ancien fond marin de plusieurs millions d'années, et par conséquent, le sel ressort de la roche calcaire nummulitique par capillarité lors des variations d'humidité. Sur le mur est, curieusement déporté de 60 cm vers le sud par rapport au sommet du toit, se présente une niche à 4 encorbellements, dont les rebords semblent, comme le toit, avoir été colorés en bleu. D'une hauteur de 4,60 m sur 1,57 m de large et une coudée de profondeur, la niche fut étudiée en 1988 par Gilles Dormion, chargé de superviser la ventilation de la Grande Pyramide. Il eut l'occasion de visiter, relever et observer en détail cette cavité un peu oubliée. Il découvrit un étroit boyau de 5 mètres, assez bien équarri, prolongé par une sape d'une dizaine de mètres, pratiquée de longue date à travers le Libage, de toute évidence par des chercheurs de trésors fortement motivés. Il convient toutefois d'expliquer que d'un point de vue religieux, la niche elle-même servait au mieux d'emplacement rituel, le réceptacle du Ka. Sur le sol, on relève 5 empreintes de base de colonnes, et devant la niche, des traces d'une table d'offrande sont très nettes. La chambre médiane est en outre dotée de 2 conduits que l'on nomme conduits d'aération. Ces derniers ont été découverts en 1872 par un ingénieur britannique prénommé Wyman Dixon. Vous pouvez regarder ma vidéo sur les reliques et artefacts qui raconte l'histoire de ces objets. Pour faire court, Dixon observe une fissure sur le mur nord de la chambre de la reine. Il y insère une tige de fer qui s'enfonce profondément. Il agrandit alors l'orifice et découvre un conduit carré de 22 cm de côté, à une hauteur d'environ 1,50 m du sol, qui s'enfonce horizontalement sur 2 mètres, puis s'incline vers le haut avec un angle de 38 degrés selon Petrie. Soit une pente correspondant à 11 verticales pour 14 horizontales. C'est la trajectoire la plus courte pour atteindre les faces extérieures de la pyramide. Il sonde alors le mur opposé dans la même position relative et découvre un second conduit dont les caractéristiques sont sensiblement identiques au précédent. D'après ses explications, les conduits nord et sud de la chambre médiane avaient été rebouchés par un tympan ou un plaquage de calcaire de 8 à 15 cm d'épaisseur, soit par les bâtisseurs eux-mêmes ou à une autre période non déterminée. Dixon a trouvé 3 petites reliques, une boule de granit ou de dolérite de 7 cm de diamètre, un petit crochet en bronze et une portion de bois de cèdre du Liban, qui avait disparu, mais des fragments ont été retrouvés récemment par hasard dans une boîte à cigares à l'université d'Aberdeen en Écosse. Voir ma vidéo « La relique disparue retrouvée ». En mars 1993, le projet UPUOT, dirigé par l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink, a exploré les conduits de la chambre de la reine dans la Grande Pyramide, à l'aide d'un robot miniature équipé d'une caméra. Il a été étonné de constater que le puits nord avait été sondé probablement par les Dixon avec une tige métallique assemblée en sections par des manchons, dont on pouvait encore voir le reste dans le conduit. À environ 24 mètres de haut, à un endroit où le puits tournait brusquement vers l'ouest, formant presque un coin à angle droit, on voyait également à ce coin ce qui semblait être un long morceau de bois dont la forme et l'aspect général semblaient être les mêmes que ceux du morceau plus court trouvé par les Dixon en 1872 au bas de ce conduit. Il semble presque certain que ce morceau de bois plus long est contemporain de la construction de la Grande Pyramide. Les conduits mesurent 63 mètres de long et ne débouchent pas à l'extérieur. Ils s'arrêtent à environ 15 mètres de la façade. Construits avec un très grand soin et une grande complexité, avec des structures diagonales s'imbriquant pour dévier les poussées latérales, ce qui représente un énorme travail de conception architecturale. Il se termine par un bloc de calcaire orné de 2 petites poignées de cuivre. En 2002, le projet Pyramid Rover, avec une seconde équipe dirigée par Zahi Hawass, explora d'abord le conduit sud à l'aide d'un autre robot télécommandé, muni d'une perceuse et d'un endoscope. Pendant l'ascension, ils tombèrent sur le décalage d'un bloc au niveau du sol, qui obligea les équipes à modifier le robot avec une rampe pour pouvoir franchir l'obstacle. Finalement, ce dernier arriva devant la porte et les autorités égyptiennes donnèrent leur accord pour percer un trou. Les experts estiment l'épaisseur de cette porte entre 8 et 6 cm, et derrière elle, on observe un vide de 20 cm environ, condamné par un autre bloc. Ensuite, ils dirigent le robot vers le conduit nord, cette fois jusqu'au fond, pour aboutir sur un bouchon de calcaire semblable au premier, comportant les mêmes poignées. En 2011, des ingénieurs de l'université de Leeds, avec l'étroite collaboration de la firme de robotique Scutech et du leader mondial en images virtuelles 3D Dassault Systèmes, ont mis au point le robot Jedi pour explorer le conduit sud, auquel sont liées d'importantes questions techniques.
Il a pu notamment photographier des graffitis peints en rouge dans le conduit. Ces signes sont des marques de carrier. Elles sont étudiées depuis quelques années et mentionnent des chiffres et des données. 121 coudées pour être précis, soit la longueur du dit conduit. De nos jours, ces orifices sont bouchés par des barres de fer. Certains ont pensé qu'il pourrait avoir un rôle spirituel pour le psychique plutôt que fonctionnel, ou bien qu'il devait s'aligner avec des étoiles ou des constellations, et enfin des conduits pour acheminer de l'eau. À ce sujet, l'hypothèse émise par Philippe Lheureux paraît intéressante de prime abord. Il pense que la chambre médiane a été conçue par les anciens Égyptiens pour faire un test du système de serrure hydraulique. Même si d'après lui, les conduits de cette dernière peuvent donner une pression équivalente à ceux de la chambre haute, il semble néanmoins que quelques points soient discutables, notamment à l'entrée. Le couloir horizontal n'a pas de système de fermeture, ni d'antichambre au herse, ni de déversoir type grande galerie, ni de soupape de sécurité au plafond, sans parler de la conception même de ces deux chambres complètement différentes. Pas plus d'ailleurs qu'il n'existait de plancher à piston. Je m'explique. Selon lui, le plancher aurait été maintenu par des vases en terre cuite avec du sable et aurait coulissé vers le bas d'une coudée sous l'effet de la pression. Bref, de nombreuses recherches ont été faites et aucune trace d'un éventuel glissement ne sont visibles sur les murs de la chambre. De plus, comme vu un peu avant, il se pourrait qu'une partie du couloir d'accès, où il manque une assise de 52 cm, fût enlevée volontairement par des pillards. Quant aux conduits qui sont censés acheminer l'eau, d'après Rudolf Gantenbrink, je cite, « ça n'a pas de sens. Tous les conduits ont des joints ouverts le long de leur plancher. Tout eau entrant par le haut disparaîtrait à travers ces fissures et finirait par s'engouffrer dans la maçonnerie, bien avant qu'elle ne puisse atteindre la chambre. Pour finir, à quoi bon confectionner une niche en encorbellement dans une chambre de test ? Peut-être qu'un petit éclaircissement par un historien s'impose, au sujet bien sûr des capacités qu'auraient eu les anciens Égyptiens à maîtriser des notions de pression hydraulique. Pour cela, Alexis Sédou se propose de nous en dire un peu plus. Certains chercheurs de vérité pensent que la pyramide, c'est une machine hydraulique. Alors, c'est une idée qui provient notamment des dispositions de la grande pyramide, de la pyramide de Khéops, parce qu'on ne parle que de celle-ci évidemment, avec effectivement sa chambre haute, sa chambre dite de la reine, sa chambre basse, ainsi que les couloirs qui les relient, qui pourraient faire penser qu'effectivement il peut y avoir un système hydraulique. Mais cette hypothèse, elle pose en fait plus de problèmes qu'elle n'en résout. Surtout, et c'est je pense le plus important, elle ne tient pas compte des données de terrain. Pour que cette hypothèse soit valable, il faudrait qu'il y ait au moins 3 éléments ensemble qui permettent de justifier la machine hydraulique. D'abord, les connaissances qu'ont les Égyptiens de l'hydraulique en elle-même. Ensuite, les capacités que l'on aurait d'acheminer de l'eau dans la pyramide. Et puis la troisième, évidemment, ce serait l'étanchéité, ou en tout cas les conduits intérieurs de la pyramide, qui devraient être capables de supporter ce type de mouvement hydraulique. Alors pour le premier point, oui, les Égyptiens ont une assez bonne connaissance de l'hydraulique. Ils ont le Nil, et donc ils ont adapté leurs connaissances à la gestion de l'eau du Nil. Donc ils savent faire des canaux, ils savent faire des barrages, ils savent faire des systèmes de répartition d'eau, ils savent même faire des ports artificiels, hein. On en a l'exemple justement pour la pyramide de Khéops avec ce qu'on appelle l'étang de Khufu, hein, qui est un port artificiel au pied du plateau de Gizeh permettant de faciliter l'acheminement des pierres. Donc effectivement, ils ont une connaissance hydraulique qui est assez bonne et qui est assez fonctionnelle. Donc essayons de répondre aux 3 questions. La première, est-ce que les Égyptiens sont capables de monter de l'eau jusqu'au niveau de la pyramide, hein, sachant que le plateau de Gizeh lui-même est à peu près à 60 mètres en moyenne hein, du niveau du Nil. Donc il faut être capable de franchir et de faire franchir à de l'eau cette barrière des 60 mètres. Eh bien la réponse elle est non. Hein, il n'y a pas de technique égyptienne connue qui permettent de remonter de l'eau du Nil au moins jusqu'au plateau de Gizeh, et au-delà, puisqu'évidemment, il faudrait alimenter la pyramide par le haut. Il faudrait encore pouvoir la monter à l'intérieur de la pyramide. Donc là, déjà, on a un premier problème. Il n'y a pas de technique égyptienne permettant de monter de l'eau. Le troisième problème de la pyramide, c'est le matériau employé. C'est du calcaire. Essentiellement, il y a quelques blocs de basalte évidemment, mais l'essentiel c'est du calcaire. Or, le calcaire et l'eau ne font pas un très bon ménage. D'abord parce que s'il y a un peu d'acidité, le calcaire fond au contact de l'eau. Et puis ensuite, l'eau sur le calcaire laisse des traces très évidentes. Hein.
de dépôts qui se font petit à petit, parce qu'en fait des petits blocs de calcaire, de calcite se détachent et vont se redéposer plus loin. C'est des phénomènes connus dans les grottes avec les stalactites et les stalagmites, et lorsque l'on travaille en archéologie sur des sites qui ont eu de l'eau et qui n'ont pas été récurés de manière régulière, ce qui serait le cas de la pyramide après son abandon, eh bien on aurait ces dépôts-là, et on n'en a pas, donc c'est un élément qui tend à montrer qu'il n'y avait pas d'eau dans la pyramide. Donc, on le voit, aucune des conditions remplies pour que la pyramide soit une machine hydraulique ne sont là. Pas de connaissances suffisantes en hydraulique de la part des Égyptiens pour monter de l'eau, et donc la capacité de monter de l'eau dans la pyramide. Pyramide non étanche du fait de l'emploi de joints à vif, et puis l'usage du calcaire, qui est vraiment quelque chose qui, d'une part, laisserait des traces d'eau, d'autre part, n'est pas très compatible avec des systèmes d'eau si on n'a pas de revêtement en céramique, par exemple, ou en mortier. En revanche, rien ne nous dit que les Égyptiens avaient une connaissance de techniques hydrauliques plus avancées, comme des pompes, comme des systèmes pour remonter de l'eau, comme des siphons. Tous ces systèmes-là ne sont pas connus en Égypte à l'époque, on n'en a aucun élément, aucune preuve physique. Par exemple, des systèmes qui ont été connus par la suite, comme les Fundouk ou les Noria, qui permettent de remonter de l'eau du Nil, eh bien, ne sont connus en réalité qu'à partir du premier millénaire de notre ère, et pas de l'époque égyptienne. Donc, leurs connaissances hydrauliques sont bonnes, mais elles ne sont pas non plus exceptionnelles. Par exemple, elles n'ont pas le niveau atteint par les Romains, à peu près au 1er siècle avant notre ère et surtout après, qui eux dominent très très bien le domaine hydraulique. Le deuxième problème propre à la pyramide, eh bien sûr, c'est l'étanchéité elle-même de la pyramide. Et là, encore une fois, la pyramide n'est pas conçue comme un système étanche. Il y a des petits interstices, même micros, au niveau des pierres, ce qui fait que les conduits eux-mêmes ne sont pas étanches. Merci à toi pour ces petites précisions. Bon, pour finir, nous allons répertorier ce que l'on sait. Le conduit dit de ventilation côté sud de la chambre médiane aurait pointé vers l'étoile Sirius, qui à l'époque avait une altitude à sa culmination de 37 degrés 10. Or, le conduit est incliné de 38 degrés 28 et pointe un endroit du ciel dont l'altitude est égale à cette valeur angulaire, soit une position différente de Sirius de plus d'1 degré. Toutes les étoiles du ciel, hormis l'étoile polaire, ont un mouvement apparent dû à la rotation complète de la Terre sur elle-même en 24 heures. Ce mouvement implique que si une étoile était effectivement visée, alors le but n'était atteint que durant quelques dizaines de secondes. Enfin, il faut noter que les conduits de la chambre de la reine n'étaient pas rectilignes et étaient bouchés en partie basse et partie haute, rendant toute observation impossible. On présume que ceux de la chambre du roi, à l'époque, devaient être obturés par le parement. Ces conduits ne sont pas de simples simulations symboliques pour l'envoi de l'âme du défunt. De plus, à quoi servirait le conduit sud, assimilé au soleil et non au royaume des morts dans l'ancienne Égypte? Ils ne sont pas des conduits d'eau, car il y a de larges interstices dans les joints des pierres qui forment ces derniers et qui auraient bu toute l'eau. Belzoni, quant à lui, mentionne l'existence de 2 conduits horizontaux situés sur les murs nord et sud de la chambre funéraire dans la deuxième pyramide, celle de Képhren. Ils ne débouchent pas à l'extérieur et n'ont pas fait l'objet, à ma connaissance, de recherches récentes et approfondies, comme dans la pyramide de Khéops. Les solutions ou hypothèses émises par la plupart des personnes qui ont publié sur le sujet ne répondent pas vraiment à la problématique des conduits dits d'aération de la chambre médiane. Aucun n'apporte vraiment de réponse significative. Je ne les citerai pas tous ici, mais je vous laisserai une liste d'ouvrages en description. Nous reviendrons très prochainement sur certains points techniques, afin de comparer les 2 chambres et aussi les conduits. Voilà pour le 4e épisode. Merci à tous. Vos commentaires sous la dernière vidéo étaient vraiment sympas. Encore merci. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la visite.